La qualité de vie au travail, c'est un concept qui a une histoire. Au départ, les ergonomes ont mis presque 30 ans à montrer que les troubles musculo-squelettiques pouvaient être liés au travail, que des gestes répétés pouvaient être liés à des souffrances causées par le travail. Et puis en 2008, avec les épisodes suicidaires dans les entreprises qui ont souffert de cela, comme France Télécom, comme Renault, etc., ont amené une prise de conscience que le travail pouvait aller jusqu'à la mort, c'est à travers le suicide. Du coup, le législateur a légiféré d'une manière extrêmement rapide sur les risques psychosociaux, sans définir réellement ce qu'est un risque psychosocial. Ce qui en fait une notion extrêmement schtroumpf, extrêmement vaste, puisque ça va de effectivement la performance, la motivation au travail, certains même parlent du bonheur au travail, sur la droite si j'ose dire, et sur la gauche, le stress, le burn-out, la dépression, le suicide, la mort. Pour comprendre mieux cette notion de qualité de vie au travail, on va retrouver à l'intérieur des notions plus claires, le stress, le burn-out, la gestion des violences externes, des violences internes, etc., un certain nombre de notions précises. Et pour comprendre aussi comment ça fonctionne au sein d'un établissement, au sein d'un collectif de travail, il faut absolument une approche systémique. Il faut bien voir qu'il y a un premier niveau qui est l'individu, qui a toute sa subjectivité, puisqu'il vient au travail aussi avec des problèmes personnels, et il ramène aussi dans sa vie personnelle des problèmes liés au travail, et qu'une même personne, dans une même situation, avec des mêmes interactions, ne vit pas les choses de la même manière. Deuxième niveau, c'est le groupe, le collectif de travail, qui peut être plus ou moins soutenant. Pour vous donner un exemple, ils ont montré à l'hôpital qu'au niveau des urgences, quand un collectif dysfonctionne, étant donné que l'extérieur est particulièrement dur, ça augmente le risque de burn-out par 4. Est-ce qu'il y a du soutien social? Est-ce qu'il y a un collectif qui fait corps, qui soutient les individus? Niveau 3, l'organisation elle-même, l'établissement, la vie scolaire. Est-ce que le cadre de vie est agréable, lumineux, bruyant? Est-ce que les conditions de travail sont bonnes? Est-ce que les équilibres de vie pro, vie perso sont compatibles avec une vie harmonieuse au travail? Comment libérer les énergies? C'est une question fondamentale. Et pour bien comprendre comment ça fonctionne, il faut se référer à 4 leviers décisionnels dans un établissement, mais aussi dans la vie scolaire, dans la vie d'une classe. Comment faire en sorte que les choses soient faites? Comment faire en sorte qu'un élève fasse ses devoirs? Comment faire en sorte qu'un collègue accomplisse ses tâches? Premier levier, le pouvoir. Très classique, la carotte, le bâton, la possibilité de sanctionner. C'est un levier important et c'est en même temps le levier le moins impliquant puisque je décide avec moi-même une décision qui s'impose à l'autre, avec les dangers que le rapport de force dégénère en épreuve de force si la personne refuse d'obtempérer. Deuxième levier, les règles qui s'appliquent à tous. Il faut arriver à certaines heures, il faut accomplir effectivement certaines tâches collectives pour que le collectif fonctionne. Les règles permettent de rééquilibrer les rapports de force, de distinguer les bons joueurs, les tricheurs. Le problème des règles, c'est qu'elles sont égales pour tous et qu'elles ne prennent pas en considération les situations individuelles. Quelqu'un qui souffre d'un handicap, par exemple, ne peut pas faire la même chose qu'un autre et il faut sans arrêt aussi adapter le cadre de vie, notre mode de fonctionnement aux particularités de chacun. Pour ce faire, il y a ce troisième niveau qu'on va appeler la négociation. Négocier qui consiste tout simplement à intégrer l'autre dans son équation personnelle, à trouver un système de décision conjointe pour définir ce qu'on peut faire chacun à partir des contraintes de l'autre. Ça prend du temps, plus de temps que l'application des règles et du pouvoir. Ça permet aussi de gérer les conflits comme on le verra plus tard. Mais il y a un quatrième niveau essentiel qui est beaucoup moins visible puisqu'il est organique, il est informel, il ne se décrète pas. C'est la manière dont la confiance se crée. C'est ce qu'on va appeler le don. Le don entendu dans sa dimension anthropologique, qui a été révélé par Marcel Mauss dans un essai mondialement célèbre, L'essai sur le don en 1925. Il montre que dans toute société, les rapports sociaux ne sont pas fondés sur le troc, sur le marché, mais sur le don. Il circule des signes de reconnaissance, de l'entraide, de l'information, des idées, des moments de convivialité. Et c'est là que se situe le soutien social, c'est là que se situent les idées, l'innovation. Le don est mobilisé par des motivations plus intrinsèques, c'est-à-dire le sens que l'on trouve dans son travail, l'autonomie que l'on a pour accomplir ses tâches, la possibilité d'améliorer ses compétences et le sentiment de progresser, la sensation de participer à un collectif soutenant, etc.
Le don décuple les énergies. Et pour qu'une organisation fonctionne bien, finalement, il faut qu'il y ait ces 4 leviers, mais dans le bon sens, mobilisés dans le bon sens. Si je démarre pouvoir-règle systématiquement comme ça, je suis plutôt dans l'autoritarisme et je finis par décourager les prises d'initiative, je finis par arriver à des situations de travail dit empêchées où les gens n'ont pas l'impression de pouvoir bien faire leur travail. Si je suis dans l'autre sens, je commence par le don, puis je régule aussi par de la négociation en cas de difficulté, mais aussi quand il faut quantifier un certain nombre de choses. Je recadre par des règles quand il faut redéfinir les principes de vie collective. Et j'utilise le pouvoir en dernier recours, car à mon sens, c'est le seul moment où il devient réellement légitime. Là, effectivement, je rentre dans une forme d'autorité, au sens littéral du terme, qui élève les individus, aussi bien dans une classe que dans un établissement.